Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous recevez en ce dimanche 4 mai 2025, à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui va accueillir Monsieur Seydi Gassama, qui se trouve être le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Gassama, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est toujours pour moi un plaisir de venir à cette émission. Je crois que c'est la troisième fois que je viens dans l'émission. Et c'est l'une des émissions les plus suivies dans le pays. Et donc, c'est une occasion pour nous de communiquer sur notre travail. On commence à nous habituer à vous en tant que responsable d'Amnesty Sénégal. Depuis combien de temps vous occupez cette responsabilité? Écoute, je suis à Amnesty depuis longtemps. Depuis, je dirais, une trentaine d'années. Mais souvent, les Sénégalais pensent que j'ai tout de suite commencé à Amnesty comme directeur exécutif. Ce n'est pas le cas. Je suis venu à Amnesty pendant beaucoup d'années. J'étais simple membre d'un groupe local d'Amnesty ici à Dakar. Ensuite, je suis devenu coordonnateur réfugié à Amnesty, au plus fort de la crise, des crises dans la sous-région, avec des guerres civiles au Libéria, en Sierra Leone, la dictature au Ghana, au Nigeria, le conflit casamançais, avec beaucoup de réfugiés à Dakar qui sont venus s'ajouter aux Mauritaniens. Pendant cette période, tous ceux qui étaient là dans la société civile me connaissaient comme coordonnateur réfugié. J'ai été pour la première fois à la présidence avec des réfugiés. Ensuite, je suis devenu coordonnateur des campagnes, toujours comme bénévole. Et avant de devenir directeur exécutif, mais pas avec toutes les responsabilités que nous avons. Parce qu'au début, le statut d'Amnesty ne me donnait pas suffisamment de responsabilités. C'est au début des années 2010 que, grâce aux modifications intervenues à Amnesty au Sénégal et un peu partout dans le monde, qui ont consacré le renforcement du pouvoir des directeurs dans les sections, que, évidemment, l'opinion publique a commencé à me connaître en tant que tel. D'accord. Et si on s'amusait à faire un petit bilan de tout ce parcours-là et de toutes ces années, quelle serait votre plus grande satisfaction aujourd'hui ici au Sénégal? Je pense que ma première satisfaction, d'abord, c'est lié à ma première fonction Amnesty. Le Sénégal, au tout début des années de 90, avait une législation sur les réfugiés qui n'était pas très accueillante. Évidemment, on avait accueilli avant beaucoup d'autres réfugiés de différentes régions, mais pour les demandeurs d'asile, c'était un processus très long, très compliqué. Vous pouviez demander l'asile au Sénégal, attendre 2 ans, 3 ans, avant d'avoir une décision du gouvernement vous accordant l'asile ou rejetant votre demande. Maintenant, les délais sont très rapprochés. Et cela, de mon point de vue, est extrêmement important. L'autre question, c'est tous les combats qu'on a menés au Sénégal pour faire en sorte que l'excision, les mutilations génitales féminines soit considérée aujourd'hui comme une infraction pénale. Le combat qu'on a mené pour abolir la peine de mort, je pense que je peux écrire tout un livre sur ce combat. Et puis il y a aussi d'autres combats au niveau international que nous avons menés, que nous avons gagnés. L'adoption par les Nations Unies d'un traité sur le commerce des armes. Avant 2013, il n'y avait aucun traité qui réglementait le commerce des armes au niveau mondial. Il y avait un traité sur les armes chimiques, sur les armes nucléaires, mais les armes classiques, depuis les Kalachnikov jusqu'aux avions de combat, les navires de guerre, il n'y avait aucun traité. Vous pouvez vendre des armes à n'importe quel État, même si vous êtes sûr que ces armes vont contribuer à réprimer les populations, à alimenter des conflits, vous pouvez les vendre. Nous nous sommes battus et finalement on a eu ce traité. Et je crois que j'ai été un des acteurs majeurs de ce traité, parce qu'aujourd'hui, je suis quand même membre du conseil d'administration du réseau mondial, n'est-ce pas, contre les armes légères. D'accord. Contre les armes classiques, voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que, en plus, vous ne faites pas un métier ingrat? Est-ce que ceux pour qui vous faites ce que vous faites vous comprennent tout le temps? Est-ce que vous n'êtes pas un incompris?
Alors nous nous battons pour un idéal, c'est un monde de paix, un monde de justice, un monde de fraternité. C'est pour cela que nous nous battons. Et on ne cherche pas de la reconnaissance, on ne cherche pas des compliments, on fait ce qu'on a à faire et on laisse les populations apprécier. Je dis toujours que le travail que nous faisons, si vous attendez à ce que les gens vous donnent des remerciements, des compliments, il faut aller faire autre chose. Si aussi vous cherchez à plaire aux gens, allez faire autre chose. L'homme politique, il est dans la séduction. Il faut plaire. Il ne veut rien faire qui puisse fâcher les gens. Mais le militant des droits humains, il doit être prêt à aborder les thèmes les plus difficiles. Parce qu'il n'est pas dans la séduction. Il ne cherche pas à être élu. Donc, sa mission doit être de poser les questions les plus difficiles. S'il veut être un acteur de changement de la société, il faut être prêt à aborder les questions les plus difficiles. Je donne le cas de la peine de mort. Quand nous avons commencé à demander l'abolition de la peine de mort au Sénégal, on était incompris. Personne ne pensait que ce serait possible un jour. Et puis, il y a eu des changements qui sont survenus depuis l'année 2000. On a un président beaucoup plus volontariste, un président qui a une carrure, et qui a dit, moi, je vais le faire. Et nous avons applaudi. Et on l'a accompagné pour le faire. D'accord. Voilà. En tant que défenseur des droits humains, est-ce que vous êtes... parce qu'on a lu ce mot-là dans vos rapports précédents, est-ce que vous êtes totalement impartiaux? Est-ce que vous ne défendez pas une quelconque idéologie? Il n'y a pas d'agenda caché, entre guillemets? Non, il n'y a aucun agenda caché, parce que vous savez, Amnesty, c'est un mouvement mondial. Toutes les décisions qui se prennent à Amnesty sont prises chaque année. Il y a l'Assemblée mondiale d'Amnesty, vous avez les gens de toutes les origines sociales, nationales, ethniques, raciales. C'est tout ce monde. On a quand même en Afrique près d'une trentaine de sections, on a des milliers de membres individuels. Toutes ces personnes se retrouvent en Assemblée générale. Et toutes les décisions majeures concernant les politiques, concernant le travail que nous devons faire, se prennent à l'issue de cette Assemblée mondiale, par vote, où chaque section, chaque branche nationale a une voix. Il y a une dizaine d'années de cela, ce n'était pas le cas. On avait des sections qui venaient des États-Unis et qui avaient une vingtaine de voix, alors qu'Aïe Sénégal avait une seule voix. On a dit on ne peut pas reproduire le schéma classique des Nations Unies, où vous avez des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. On a dit maintenant une branche, une voix. Ce qui fait qu'on a équilibré aujourd'hui les pouvoirs au sein de l'organisation. L'autre chose que nous avons fait, on s'est attaqué à toutes les relations qui peuvent refléter les dominations raciales, qui peuvent refléter le néocolonialisme. Aujourd'hui, les partenariats directs entre les sections francophones africaines et Amnesty France sont supprimés. Ils sont supprimés de la même manière entre l'Espagne et les sections d'Amérique latine, entre l'Angleterre et les sections des pays d'Afrique anglophone. Toute coopération à caractère financier entre les sections et ces pays ont été supprimées pour éviter de reproduire dans l'organisation les relations néocoloniales et aussi disons, de relations de domination raciale, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont quand même toujours présents dans l'espace international. D'accord, très bien. Et cette semaine, vous avez publié le rapport 2024 qui touche quelques 150 pays du monde, dont le Sénégal, dont vous êtes le responsable ici pour le compte d'Amnesty International. C'est un rapport volumineux. Quel est le point concernant le Sénégal le plus sensible que vous avez décelé pour le Sénégal, bien sûr? Alors, pour moi, il n'y a pas un seul point sensible, je pense qu'il y en a deux. Pour moi, le premier point sensible, c'est la condition des enfants talibés. Les enfants donc des écoles coraniques. Ils sont des dizaines de milliers, probablement plus de 100 000 au Sénégal. Dans les réseaux sociaux ou dans certains débats dans les médias, on dit oui, ces enfants, c'est des étrangers. Ce n'est pas vrai. La grande majorité des enfants qui mendient dans les rues à Dakar, ce sont des enfants sénégalais. Il y a certes des enfants qui sont importés de la sous-région, qui viennent ici,
Mais la grande majorité, ce sont des enfants sénégalais. Et ces enfants-là, qu'ils soient des Sénégalais ou d'origine étrangère, n'est-ce pas, sont sous la juridiction de l'État du Sénégal. C'est en matière de droits humains, n'est-ce pas, l'État du Sénégal n'a pas seulement des obligations envers les citoyens sénégalais, mais il a des obligations envers toute personne qui est sous sa juridiction. Que vous soyez français, nigérien, ivoirien, si vous êtes au Sénégal, l'État du Sénégal a des obligations de vous protéger et de protéger vos droits. Et ça, ce n'est pas une fatalité, la mendicité ici au Sénégal, parce que tous les régimes qui se sont succédés ont tout essayé sans y parvenir, sans avoir de solution. Les régimes vous ne pensez pas que c'est une fatalité? Les régimes n'ont jamais tout essayé, justement, parce que, vous savez, de plus en plus, dans le monde religieux, vous allez à Tivaouane, vous allez à Touba, Ndiassane, Medina Baye, vous avez des intellectuels de haut niveau qui ont été dans des universités n'importe où au monde. Même lorsqu'ils sont arabisants, ils ont quand même fait des universités. Ils ont une autre vision aujourd'hui de l'enseignement coranique qui n'est plus la vision que nous avions à l'époque. Donc il y a une volonté de changer les choses aujourd'hui. La fédération des maîtres coraniques est tout à fait d'accord qu'il faut revoir les conditions dans lesquelles les enfants étudient le Coran dans ce pays. Il appartient à l'État maintenant d'accompagner cette volonté-là. Malheureusement, les différents pouvoirs qui sont succédés n'ont jamais eu cette volonté politique d'aller vers la réforme de l'enseignement coranique. Du temps du président Macky Sall, une loi sur les sociétés d'Ara avait été même adoptée en Conseil des ministres. Ensuite, elle a été mise dans les tiroirs parce que le régime prenait le prétexte qu'il y a un groupe de maîtres coraniques qui n'étaient pas d'accord. Vous savez aussi, la loi sur les sociétés d'Ara qui avait été élaborée, après de longues et laborieuses concertations et de consultations avec tous les chefs religieux, posait quand même des critères. L'État ne va pas financer un enseignement sans mettre des critères et des conditions. Et il y a un groupe de maîtres coraniques qui n'ont aucune qualification. Ils savent juste lire le Coran, ils ne comprennent rien de la langue arabe, qui savent qu'ils seront exclus. Et c'est ce groupe qui s'est organisé, il va dans certains médias, fait des communiqués, fait le tour des chefs religieux pour dire voilà, on va faire la guerre à l'enseignement coranique. C'est totalement fou. Aujourd'hui. Et le deuxième point névralgique de votre rapport, c'est quoi pour le Sénégal? Évidemment, c'est la question des libertés publiques. La liberté d'expression, la liberté de manifester. En ce qui concerne la liberté de manifester, on peut dire qu'il y a des progrès tangibles qui ont été notés. De plus en plus, les préfets, lorsque les manifestations sont déclarées, ont tendance à les autoriser et à les encadrer, même s'il y a des difficultés à Dakar, parce que le préfet a tendance à évoquer le cas d'Iberté, qui serpente maintenant la ville et qui passe par les principaux axes où on avait l'habitude de manifester. Le boulevard Mamoudoudia, le boulevard Bourguiba, etc., etc. La place de la Nation n'est plus adaptée. Et pendant les jours ouvrables, le préfet dit ça ne peut pas. Vous allez bloquer le BRT de Dakar à Guédiawaye. Nous, on est d'accord avec lui. Donc, il faut que nous aussi, société civile, partis politiques, syndicats, nous soyons souples et que nous puissions trouver des accords et pouvoir manifester. En ce qui concerne la liberté d'expression, là, il y a toujours des préoccupations parce que, évidemment, le procureur ou les procureurs ont tendance à s'autosaisir chaque fois que des infractions ont été commises, la diffamation, diffusion de fausses nouvelles, etc. Mais nous disons que le ministre de la Justice est quand même responsable de la politique pénale dans ce pays. En attendant que des réformes soient faites pour mieux protéger ces libertés, qui sont essentielles en démocratie, il faut qu'il y ait évidemment des instructions aux différents parquets pour évidemment leur demander de s'autosaisir le moins possible lorsque ces infractions ont été commises. Sauf lorsque l'ordre public est troublé de façon très grave, nous ne voyons pas pourquoi on doit poursuivre quelqu'un pour diffuser de fausses nouvelles. Je donne un cas, et je le salue, c'est le recteur de l'université de Thiès. Il y a eu des accusations qui ont été faites sur des licenciements de personnes à l'université. Il a fait un communiqué, il a démenti. Et c'est tout. Il n'a pas besoin de porter plainte pour diffuser de fausses nouvelles et mettre cette personne en prison. Donc voilà des choses qu'il faut faire. D'accord. Voilà. Est-ce que les Sénégalais... Quand on gouverne, je l'ai dit et répété, on ne doit pas rendre tous les coups. Si vous voulez rendre tous les coups, vous allez mettre beaucoup de gens en prison. Vous êtes exposé parce que vous êtes dans l'action
vous êtes exposés plus que tous les autres citoyens. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta, toutes ces personnes sont plus exposées que nous autres à la critique, y compris à l'expression, à des critiques malveillantes ou inappropriées, etc. D'accord. Il faut donc être tolérant, éviter de porter plainte à chaque fois, de s'autosaisir à chaque fois, de mettre les gens en prison, parce que c'est impopulaire. À la limite, lorsque ça continue, au niveau international, les gens ne se posent plus de questions sur ce que ces gens ont fait. On retient que des journalistes sont en prison. On retient que des activistes sont en prison. Et c'est cela qui a rendu Macky Sall impopulaire au niveau international. D'accord. Nous reparlerons de M. Macky Sall. Ceux qui sont là actuellement, c'est eux qui ont choisi de se placer au-dessus de l'arbre le plus haut. Et c'est là qu'il y a souvent plus de vent. Donc, il faut qu'ils le comprennent comme Absolument. ça. Est-ce que les Sénégalais font aussi toujours bon usage de la liberté d'expression? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et ce n'est pas seulement les Sénégalais, c'est dans tous les pays du monde. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, vous avez des personnes de tous les niveaux qui sont dans les réseaux sociaux. Et chacun s'exprime selon son éducation, selon sa culture, selon le milieu d'où il vient. Il s'exprime. Les réseaux sociaux, ils ne sont que le miroir de la société. On nous dit, oui, les réseaux sociaux, on détruit la société. Non, non, ce sont le miroir de la société. Ce qui se disait dans les grandes places, dans les maisons, maintenant les gens vont dire ça dans les réseaux sociaux. Il y a certaines choses, on le dit dans les réseaux sociaux ou dans les sites internet où les médias, ça choque. Mais on le dit en public. Il y a des danses qui se font, qu'on montre maintenant dans les réseaux sociaux, ça choque tout le monde. Mais vous avez des milliers de personnes ou des centaines qui sont là et qui applaudissent ces danses-là. Donc, il faut vraiment de la tolérance. Il faut de la tolérance. Et toutes ces plaintes, tous azimuts contre ces personnes, ça ne sert à rien. C'est extrêmement mauvais pour l'image du pays. Évidemment, il faut réguler. Je suis d'accord qu'il faut réguler. La diffusion de fausses nouvelles est-elle une arme fatale? Si c'était une arme fatale, c'est fatal pour qui? Ah, mais pour tous ceux qui sont dans l'espace public. Toute personne qui est dans l'espace public court le risque de tomber sur l'infraction de diffusion de fausses nouvelles. Que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition, aux journalistes, aux activistes, aux militants des droits humains, nous courons ce risque. Parce que très souvent, on ne peut pas vérifier toutes les informations que nous avons et que parfois, sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, nous diffusons pendant les échanges. Et donc, c'est pour cela qu'il faut, il faut revoir évidemment cette infraction-là. Les Nations Unies, les différents mécanismes des Nations Unies. Vous savez, et je suis content de rappeler toujours ces temps-ci, la dernière décision du Conseil constitutionnel du 23 avril. Le Conseil a rappelé à l'État du Sénégal, aux magistrats sénégalais, à nous tous, que lorsqu'un pays signe et ratifie des traités, il doit les respecter. Il a dit, votre loi d'amnistie ne peut pas couvrir des infractions qui sont des crimes aux yeux des traités internationaux que le Sénégal a ratifiés. Et donc, les traités qu'on signe et qu'on ratifie, on doit les respecter. Et pourtant, vous... Et aujourd'hui, tous les organes de contrôle des traités, les organes de surveillance, parce que chaque traité que vous ratifiez, les Nations Unies, lorsqu'il entre en vigueur, les Nations Unies créent un organe de surveillance de ce traité, qui vérifie comment les États mettent en œuvre ce traité. Et ces organes, aujourd'hui, demandent aux États, n'est-ce pas, aux hommes politiques, aux hommes publics, non seulement d'être tolérants par rapport à la critique, mais d'aller vers la dépénalisation, la suppression des peines de prison pour les infractions telles que la diffamation, la diffusion de fausses nouvelles, n'est-ce pas, les outrages à magistrats, les injures publiques, d'aller vers la suppression des peines de prison et de privilégier les sanctions pécuniaires. D'accord, d'accord. Vous avez fait allusion à la loi d'amnistie. Est-il vrai que vous n'avez jamais été favorable à cette loi? Ah, mais jamais. Si vous voyez les archives, nous avons sorti plusieurs déclarations contre cette loi. Avant même qu'elle n'aille à l'Assemblée nationale, nous avons sorti un communiqué de presse au niveau national et international pour dénoncer l'initiative et demander aux députés de ne pas voter cette loi d'amnistie. Mais là, il faut que je vous arrête un peu. Vous vous appelez amnistie?
Oui, on s'appelle amnistie, absolument. Comment se fait-il que vous soyez contre une loi d'amnistie? Oui, nous sommes pour l'amnistie, mais après qu'il y ait justice. Ah, d'accord. Voilà. Après qu'il y ait justice, vous pouvez être condamné d'ici de vos droits civils, de vos droits civiques, etc. On peut amnistier et vous vous rétablissez dans vos droits, on peut amnistier, vous sortez de prison. Mais on ne peut pas consacrer l'impunité. On ne peut pas voter une loi d'amnistie pour que la vérité n'éclate pas. Parce que lorsqu'il n'y a pas de justice, lorsque la vérité n'est pas connue, on a un risque de répétition, n'est-ce pas, des crimes. Et cela est mauvais pour toute une nation. Depuis l'indépendance de ce pays, on a connu des crises politiques cycliques. Dans les années 60, entre 1988 et 2000, on a connu énormément de morts, de destruction des biens publics. 2011-2012, une douzaine de morts. 2022, 2024, plus de 66 morts. On nous dit à chaque fois il faut dialoguer. Dialoguer quoi? Le dialogue au Sénégal, n'est-ce pas? On crée des crises artificielles. Chaque fois qu'on parle de réduction des comptes, qu'on commence à demander des comptes. Non, on va revenir sur ces choses-là. Voilà. Donc cette loi d'amnistie-là, cette loi d'amnistie, pour vous, n'est pas une loi de pardon. Non, c'est une loi d'impunité. C'est une loi d'impunité destinée à protéger, n'est-ce pas, les auteurs des crimes les plus graves contre des citoyens, n'est-ce pas, et les commanditaires. Et donc, c'est une loi qui ne devrait même pas être votée. Mais maintenant, je pense que la décision du Conseil constitutionnel a encore plus d'impact pour nous, parce que non seulement elle règle ce cas, mais elle indique à l'État du Sénégal la direction dont il devra aller à l'avenir. D'accord, très bien. Votre rapport, c'est un rapport de 2024. On a comme l'impression qu'il parle plus de la gouvernance passée du président Macky Sall que de la gouvernance actuelle. Est-ce que sous ce rapport, votre rapport n'est pas relativement caduc? Non, il n'est pas caduc. Effectivement, c'est un rapport qui parle essentiellement des événements de 2024, même si au moment de le lancer, on peut parler des tendances lourdes qu'il y a en cours d'année. On ne peut pas lancer le rapport au mois de mai et faire comme si rien ne s'est passé entre janvier et avril 2024. Et on parle des tendances lourdes. C'est vrai que les événements les plus graves qui ont eu lieu dans le pays ont eu lieu entre janvier et mars, notamment le report des élections, des manifestations qu'il y a eu, au moins 4 morts, plus de 150 personnes arrêtées, vos confrères qui ont été brutalisés pendant cette période, la fermeture de Walfadjri, les restrictions d'accès aux réseaux sociaux, c'était quand même les événements les plus graves. Mais nous avons aussi relevé tout ce qui s'est passé par la suite, les arrestations et les emprisonnements de personnes pour un exercice inapproprié de la liberté d'expression. Nous avons parlé du cas de ce militant de la paire. Nous avons aussi parlé du Ahmed Cizane, du cas du commissaire Cheikhouna Keïta. Nous estimons que le Sénégal, si le Sénégal respectait ce que disent les Nations Unies au sujet de ces infractions, ces personnes n'auraient pas dû aller en prison. En l'occurrence, le commissaire Keïta, ce que le commissaire a dit, ça devrait faire rire les principaux concernés. Dire que le président et le PM se disputaient au palais, ils se sont donné des coups de poing, je caricature, ça devrait faire rire n'importe quel Sénégalais. Personne n'y croit dans ce pays. Mettre quelqu'un en prison pour cela, une personne âgée... Mais ça, est-ce que ce n'est pas discréditer les institutions? Non, non, pas du tout. Vous savez, on est en démocratie. On n'est plus dans l'époque de Louis XIII ou de... voilà. Le président du Sénégal, ce n'est pas la reine Elisabeth. C'est un homme politique, il est dans l'action. Et en tant que tel, n'est-ce pas, il doit être critiqué. Ousmane Sonko, c'est un homme politique. C'est un chef de parti. Le président Diomaye, même s'il n'est pas chef de parti, c'est quand même un homme politique. C'est pas la reine Elisabeth ou le roi Charles. Il est dans l'action. Et en tant que tel, il doit être critiqué. D'accord. Notamment par l'opposition. Et ces critiques doivent être tolérées, doivent être acceptées, même lorsque ce sont des critiques inappropriées. Il ne sert à rien de mettre les gens en prison. D'accord, d'accord. Donc, votre rapport, s'agissant du Sénégal, est-ce qu'on peut le qualifier d'explosif ou pas? Non, ce n'est pas un rapport explosif, c'est un rapport
qui montre une situation qui s'est beaucoup améliorée par rapport à ce qu'on a connu entre mars 2021 et mars 2024. Il y a eu une nette amélioration. J'ai parlé de la liberté de manifester qui est de plus en plus respectée dans ce pays. La liberté d'expression, certes, il y a eu ces arrestations, mais cela n'a rien à voir avec ce que nous avons connu dans le passé. Il reste maintenant à faire des efforts sur... en ce qui concerne les enfants talibés, avoir le courage d'affronter la question liée au code de la famille, réformer ce code, faire en sorte que les droits de la femme soient beaucoup plus respectés et mieux protégés dans ce pays. Et les droits de l'enfant, j'ai parlé des enfants talibés, il faut revoir cette question, mais nous avons aussi reconnu des choses très positives. Nous avons reconnu, par exemple, les mesures prises pour protéger l'environnement. La Falémé. La Falémé, ce fleuve qui est source de vie pour nos compatriotes du Sénégal oriental, est en train d'être détruit par les orpailleurs, l'exploitation traditionnelle de l'or. Une décision a été prise de suspendre l'orpaillage jusqu'en 2027 en attendant qu'on prenne des mesures de sauvegarde. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises en faveur des populations des zones minières. C'est important, vous savez. La plupart des conflits en Afrique, des mécontentements en Afrique, viennent, n'est-ce pas, du fait que les populations qui sont sur les zones où on extrait des ressources minérales, des milliards chaque année, n'en bénéficient pas. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Je rappelle que nous recevons en ce dimanche M. Seydi Gassama, qui est le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Dans votre rapport, toujours pour le Sénégal, vous avez parlé de cette épidémie de tuberculose qui s'est déclarée ou se serait déclarée à la prison civile de Rebeuss. Comment elle s'est terminée? Alors, il y a eu énormément de détenus qui allaient sortir de prison à la suite de la loi d'amnistie, même avant la loi d'amnistie. Parce qu'il faut le rappeler, beaucoup de détenus avaient été élargis avant le vote de la loi d'amnistie. Il y a eu beaucoup de détenus qui nous ont parlé de ce cas d'épidémie à l'intérieur de la prison. Alors, je vous dis une chose. Vous n'êtes pas allé vous-même. Vous n'êtes pas allé vous-même. Nous, on n'a pas accès à la prison de Rebeuss. C'est la seule prison au Sénégal où nous n'avons pas accès. Donc vous parlez de choses que vous n'avez pas oui, mais vues ou non, des témoins. On a des témoins qui nous parlent. Des témoins qui nous parlent. Lorsque vous n'avez pas accès à un pays, vous parlez aux réfugiés, vous parlez aux personnes déplacées que vous rencontrez à la frontière et qui vous donnent des informations. On a été pendant l'épidémie. Pendant l'épidémie, nous avons demandé à aller dans cette prison. On a eu l'autorisation. Mais une fois arrivé sur le lieu, on nous a dit que la visite devrait se limiter à nous entretenir avec le régisseur. On ne peut pas avoir accès à la détention. Moi, j'étais une seule fois à Rebeuss, c'était au début des années 2000, mais c'était dans le cadre d'une étude. On avait un séminaire à Dakar et on était parti faire de la pratique. Et il était interdit de prendre des photos, d'en parler à l'extérieur de ce que nous avons vu. Mais c'est la seule prison, malgré tous nos bons rapports avec l'administration pénitentiaire, tous nos bons rapports avec le ministère de la Justice, le Rebeuss reste la seule prison où on n'a pas accès. Et pourquoi et donc tout ce que nous savons de Rebeuss, c'est ce que nous disent les détenus, qui nous appellent quand même. Pourquoi on vous refuse l'accès dans les cellules? Parce que c'est pas beau à voir. Ah, certainement. Ouais. Si c'est la seule prison à laquelle on nous interdit l'accès, c'est parce qu'il y a certainement des choses qu'on cache dans la prison. D'accord. Et notamment tout ce dont on parle en matière de surpeuplement, de paquetage, etc. Ouais. Ils vous disent souvent, oui, la prison est tellement surpeuplée que si vous y allez, ça peut créer ensuite un mécontentement, etc. Voilà ce qu'on nous dit. Mais en réalité, je pense que on ne veut pas qu'on voit dans ces prisons des choses qui n'existent pas dans les autres prisons du Sénégal. D'accord. Et l'épidémie, là, ça a fini comment? Comme j'ai dit... Il n'y a pas eu de mort, là? Non, ça n'a pas fait. Non. Je pense que le système pénitentiaire, il faut quand même le reconnaître au Sénégal. Il y a une véritable volonté de prendre en charge les détenus lorsqu'ils sont malades. Dans chaque prison, vous avez une infirmerie. Et chaque fois que l'infirmier de la prison constate qu'il y a une situation qui demande une évacuation, immédiatement il y a l'évacuation. Il y a une prise en charge dans tous les hôpitaux du Sénégal, que ce soit à Sédhiou, à Kolda, à Matam. Et lorsque la situation nécessite d'être traitée à Dakar, le détenu est évacué à Dakar. Ça, il faut vraiment le reconnaître à l'administration. Cette volonté de prendre en charge la santé des détenus et de faire en sorte que
même lorsqu'une pathologie existe, qu'elle ne puisse pas se propager très grandement. Parfait. Vous avez également parlé de l'immigration clandestine par voie maritime, avec l'Atlantique et même la Méditerranée qui font office de cimetière pour beaucoup de nos compatriotes jeunes notamment. Vous avez relevé 1 millier de morts qui ont été eux-mêmes relevés par une ONG espagnole. Absolument. Et vous ne faites que constater, il n'y a pas d'idée que vous mettez en avant, il n'y a pas de solution. Finalement, ça fait un coup d'épée dans l'eau. Ah non, 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 vous savez, d'abord, c'est une ONG espagnole très crédible que nous connaissons, qui fait des statistiques. Moi-même, j'ai rencontré à Dakar plusieurs fois les responsables de cette ONG-là, qui était venu, je crois, du temps du président Wade avec un film qu'ils ont proposé à la RTS, qui n'a pas été diffusé. C'est un film extrêmement choquant. Vous avez des centaines de tombes totalement anonymes. On ne sait pas qui est là, de quel pays il est issu. Depuis lors, la situation, elle perdure. Il y a eu différents plans qui ont été mis en œuvre au Sénégal avec des ressources de l'Union européenne ou d'autres pays pour lutter contre l'immigration clandestine sans vraiment grand effet. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plusieurs solutions. Il faut plusieurs solutions. Il faut sensibiliser les familles. Parce que les familles également ont une lourde responsabilité dans l'immigration clandestine. Vous avez, dans beaucoup de régions du pays, en Haute-Casamance, en Moyenne-Casamance, au Sénégal oriental, dans le Boundou et ailleurs, pour les familles, pour les jeunes, il n'y a qu'une seule voie pour réussir, c'est de partir. Et je prends le cas du Boundou. Vous allez à Goudéry, vous avez un centre de formation flambant neuf, où l'État a investi probablement plus de des milliards pour construire ce centre. Vous pouvez apprendre toutes sortes de métiers dans ce centre. Oui. Vous avez des jeunes issus de ces villages du Boundou. Je parle du Boundou parce que ce sont mes parents qui y habitent, et nos cousins Peul. Ils veulent tous émigrer en France. Et donc le centre, au lieu de prendre des enfants d'autres régions du Sénégal, les affecter à ce centre-là. Donc, il faut que les familles sachent que l'Eldorado, ce n'est pas l'Europe. Certes, quand vous allez dans ces villages, les belles maisons appartiennent aux émigrés, l'hôpital qui est là a été construit par des émigrés, mais ce n'est pas la solution d'immigrer. Il faut que leurs enfants puissent aller à l'école, puissent réussir à l'école et puissent évidemment contribuer au développement de leur territoire, de leur terroir par diverses activités. Donc, il y a la responsabilité des familles. Il y a aussi la responsabilité, évidemment, de l'État, qui doit mettre des politiques efficaces en matière d'emploi des jeunes. Je dis politique efficace, il faut éviter le tape à l'œil. Des politiques efficaces qu'on évalue. Parce qu'il y a eu avant le Goana, Reva, il y a tous ces politiques. Quel a été le résultat? Aucun résultat concret. Donc il faut éviter de reproduire ces mêmes politiques totalement inefficaces. Le Prodac, il a servi à quoi? C'est devenu un gouffre à milliards qui n'a pas tenu les promesses qui étaient évidemment les siennes au moment de leur création. Donc, il faut des politiques efficaces, oui, n'est-ce pas, en matière d'emploi. Il faut aussi savoir que le Sénégal n'est pas seulement... le Sénégal est un pays de départ, mais aussi un pays de transit. Lorsque vous lisez les dernières statistiques des derniers arraisonnements des pirogues dans les îles du Saloum, vous allez voir que la majorité des personnes, n'est-ce pas, ou une bonne partie des personnes qui ont été arrêtées sont d'origine étrangère. Vous avez des Guinéens, des Ghanéens, des Nigériens, vous avez des gens du Bangladesh qui viennent pour prendre la pirogue à partir de Dakar. Donc, ce ne sont pas que des citoyens sénégalais qui partent. À partir du Sénégal, vous avez des gens de différentes nationalités qui viennent au Sénégal pour partir. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Mauritanie a procédé récemment à des expulsions d'étrangers. Parce que beaucoup vont aussi en Mauritanie pour partir de Nouadhibou vers les côtes espagnoles. Donc on est un pays non seulement pourvoyeur de migrants clandestins, mais on est un pays de transit. Il y a beaucoup de gens d'origine de la sous-région et même parfois d'Asie qui viennent et qui prennent les pirogues au Sénégal. Il faut que l'État lutte contre ces trafiquants. Le président a déclaré publiquement en Bourg une guerre à ces trafiquants. Cette guerre est en train de se matérialiser avec les nombreux arrêtements de pirogues qu'on a eu dans les îles du Saloum et des arrestations de personnalités locales, n'est-ce pas, qui étaient présumées impliquées dans ces trafics. Cette guerre doit continuer de façon implacable contre les trafiquants. En plus, évidemment, de prendre des mesures
pour donner l'emploi aux jeunes. Parce que l'emploi, n'est-ce pas, permet de réaliser la dignité humaine. Voilà, justement. Le droit au travail, n'est-ce pas, c'est un droit humain fondamental. Il permet de réaliser le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logement. Il permet de réaliser le droit à la dignité. Quand vous n'avez pas un emploi, vous n'avez pas de revenus, mais votre dignité est en jeu. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a une priorité pour l'État. D'accord. Très bien. Voilà, vous parlez de l'État. Il y a une nouvelle gouvernance depuis le 24 mars 2024 qui avait vendu un projet. Ce projet-là, on pensait qu'il arrêterait cette immigration clandestine ou bien l'atténuerait. Apparemment, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez que le projet qui a été vendu aux Sénégalais, et notamment aux jeunes, fait rêver? Est-ce que, plus globalement, le Sénégal souverain, juste et prospère, est en marche, vous pensez? Alors, dire que ce projet aurait un impact, je ne sais pas, ça fait un an quand même que le nouveau régime est en place. Est-ce que c'était pas... Vous savez, les questions liées à l'emploi... Est-ce que ce n'était pas un projet de conquête de pouvoir, simplement? Il faut d'abord conquérir le pouvoir pour mettre en œuvre un projet. Si vous n'avez pas un projet de conquête de pouvoir, vous n'allez jamais pouvoir mettre en œuvre vos idées. Donc je pense que il faut aussi qu'on apprend à être réaliste et à être moins impatient. En un an, on ne peut pas régler un phénomène qui dure depuis les années 90. La question de l'emploi, on ne la règle pas avec un coup de baguette magique. Vous savez, la torture, on peut régler ça immédiatement. Il suffit que le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, donne des ordres aux policiers en disant arrêtez de torturer, ils arrêtent de torturer. On dit au préfet autorisez les manifs, désormais ils autorisent les manifs. Mais les emplois, on ne les crée pas, n'est-ce pas, avec des décrets. C'est des politiques qu'il faut mettre en place et qui doivent, évidemment, avec tous les moyens qu'il faut des politiques, il faut des moyens, et se donner le temps pour que ces politiques puissent produire les résultats qu'il faut, notamment en matière d'emploi. Donc, on va attendre 2 ans, 3 ans pour voir réellement si le référentiel qu'ils ont montré aux Sénégalais, qui est censé être la politique économique du nouveau régime, va commencer à avoir un effet. Je pense qu'au bout de 3 ans, on doit pouvoir commencer à avoir une croissance économique productrice d'emplois. Parce qu'on peut avoir une croissance économique, mais qui ne produit pas d'emplois. Et moi, je pense qu'on a toutes les raisons aujourd'hui dans ce pays d'être optimistes. D'abord, il faut qu'ils vendent mieux leur référentiel. Je ne suis pas sûr que un vieillard du pays Bassari ou à Cabrousse, etc., c'est quoi ce référentiel? Il faut l'expliquer aux citoyens en langue nationale pour qu'ils puissent le comprendre. Ça, c'est important. Ensuite, on est quand même un pays pétrolier, gazier et minier. On ne peut pas être pessimiste lorsqu'on est dans un pays qui a des ressources pétrolières importantes, des ressources gazières importantes, des ressources minières extrêmement importantes. Il y a toujours une marge de manœuvre pour un tel pays. Et donc, malgré la situation des finances publiques, le gouvernement actuel, à cause de toutes ces ressources qu'on a commencé à exploiter, doit avoir une marge de manœuvre pour investir dans les programmes sociaux, pour continuer à investir dans les infrastructures et mettre les jeunes au travail. Mettre les jeunes au travail. Rien que les programmes d'assainissement dans la région de Dakar et un peu partout dans le pays peuvent mettre des centaines de milliers de jeunes dans le travail. Aujourd'hui, l'assainissement se limite à Dakar. Vous allez dans tous les nouveaux quartiers du département de Rufisque, il n'y a pas d'assainissement. Les gens sont confrontés dans des inondations, n'est-ce pas, toute l'année. Vous allez dans les régions, c'est la même chose. Donc rien que les projets d'assainissement, l'État peut trouver des ressources, n'est-ce pas, pour financer de grands projets en matière d'assainissement et mettre des milliers, des centaines de milliers de jeunes, n'est-ce pas, en mouvement et dans le travail. Et ça peut contribuer à relancer l'économie. On ne peut pas dire, voilà, les comptes publics sont très mauvais, on a une très mauvaise marge pour s'endetter. Ce n'est pas possible. Il faut, il y a une marge à cause de ces ressources que nous avons. Il faut utiliser cette marge pour lancer de grands travaux et donner de l'emploi aux jeunes.
On ne peut pas leur demander de ceindre la ceinture, de patienter pendant 2 ans, 3 ans, ou après un premier mandat. Ce n'est pas possible. Il faut réagir très rapidement par rapport à ces questions-là. D'accord. Donc, je rebondis. Le référentiel a été lancé en grande pompe. Mais par la suite, vous dites que ça n'a pas été assez vulgarisé. Le peuple, de mon point de vue, c'est ça. Je n'ai pas vu de vulgarisation en langue bassari, ou en langue diola, ou en langue peul. Dans toutes nos langues, on n'a pas vu. Et si ce n'est pas vulgarisé, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir d'appropriation. Ça va être une affaire d'intellectuel. Mais le paysan du Saloum, qui doit pouvoir comprendre la place de l'agriculture arachidière dans le référentiel, il n'aura pas connaissance. D'accord, ouais, c'est ça. Le pêcheur de Guet-Ndar, qui doit pouvoir savoir la place de la pêche dans le référentiel, il ne peut pas comprendre. D'accord. Et donc, il appartient aux jeunes, au lieu d'être dans les réseaux sociaux, à répondre à des polémiques qui ne servent à rien du tout, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, de contribuer à la vulgarisation du référentiel. Nous-mêmes, la société civile, on doit y contribuer. Parce que s'il réussit, c'est pour nous tous. Vous savez, j'ai un ami qui était dans le gouvernement de Macky Sall qui m'a dit, écoute, moi, je suis très réaliste. Et je ne suis pas là pour faire de l'opposition pour de l'opposition. Les gens qui sont là aujourd'hui, s'ils réussissent, c'est pour nous tous. S'ils échouent, c'est pour nous tous. Voilà. Donc, c'est comme ça que cette posture qui, de mon point de vue, est la posture que tout citoyen devrait avoir. Voilà, très bien. Par rapport à... C'est ça. Le référentiel à la transformation Sénégal 2050 a été confié à la présidence, je pense, à l'ancien secrétaire général du gouvernement, cette semaine même, qui a été remplacé. Il y a eu changement là-bas, comme secrétaire général du gouvernement. C'est ça. Souvent, on entend dire on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce que s'il y a changement, ça veut dire qu'il y a... l'équipe ne gagne pas encore? Je ne sais pas si je fais comprendre. Je pense que c'est un changement mineur. Changer un secrétaire général du gouvernement, il n'y a vraiment pas... matière. C'est l'administration du gouvernement qu'on change. Et je pense qu'Alamine Lo, qui a été longtemps directeur de la BCEAO pour le Sénégal, un économiste brillant, un financier brillant, est bien placé là où il est aujourd'hui. Certains pensent que c'est une sanction, moi je pense que c'est un très bon poste. Je rappelle que Feu Mohamed Boun Abdallah Dionne occupait à peu près le même poste auprès de Macky Sall avant de devenir Premier ministre. Donc ce n'est pas une sanction de mon point de vue, il est en très bon poste. Maintenant, souhaitons que ce travail de vulgarisation et tout, parce qu'avant de valider, il faut d'abord vulgariser. C'est ça. Il faut mettre en œuvre. Ouais, c'est ça. Donc il va également faire en sorte que une partie de son travail consistera à faire en sorte que les Sénégalais s'approprient ce référentiel. C'est ça. Et il a été remplacé par M. Camara, qui c'est pas très jeune. Est-ce qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux un peu? Oui, je pense que c'est parce que l'équipe est jeune qu'elle a besoin d'avoir des gens expérimentés à ses côtés pour l'aider. Si vous ne mettez que des jeunes, finalement, il y a toute l'expérience qui peut manquer. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. C'est quelqu'un qui est inspecteur de douane, inspecteur général d'État. Il a énormément de compétences qu'il peut apporter à ce gouvernement. Très bien. La reddition des comptes, est-ce qu'elle est bien engagée au Sénégal? Est-elle bien engagée? Vous savez, la reddition des comptes, telle qu'elle est faite aujourd'hui, essentiellement par le pôle judiciaire, qui est une création de l'ancien président qui avait l'air nommé, et les juges avant de partir, avant que sa décision ne soit remise en cause. Il doit jouer ce rôle. Vous savez, la lutte contre les questions de bonne gouvernance sont aujourd'hui au centre, n'est-ce pas, de toutes les institutions internationales. L'IOMOA, qui est une institution communautaire, a édicté beaucoup de règles, dont certains n'ont même pas besoin d'être intégrés dans notre dispositif institutionnel, mais doivent être appliqués immédiatement. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, toutes ces institutions-là obligent les États à mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Et c'est dans ce cadre que l'OFNAC a été créé, le pôle judiciaire est créé, et aujourd'hui, ce sont des organes tels que la CENTIF, la Cour des comptes, l'IGE, qui produisent des rapports, et sur la base de ces rapports, les gens sont déférés devant le pôle judiciaire. Alors, on a l'impression que il y a des arrestations tous azimuts, des poursuites tous azimuts. Mais c'est parce que pendant les 12 ans de Macky Sall,
Il n'y a pas eu de reddition des comptes. Depuis qu'il a poursuivi et condamné Karim Wade et exclu Karim Wade de l'arène politique, la reddition des comptes était terminée. Dites-moi un seul responsable du gouvernement de Macky Sall, épinglé par la Cour des comptes pendant ces 12 ans de régime, qui a été déféré à la justice. Il n'y en a pas. D'accord. Donc on est ces 12 ans sans reddition des comptes. Il y a des rapports qui ont été produits par le Corps de contrôle de l'État, qui étaient dans les tiroirs. Il l'a même dit. J'ai des rapports dans mon tiroir. J'ai mis le cours sur des rapports dans mon tiroir. Aujourd'hui, on sort ces rapports et on demande aux gens d'aller rendre des comptes. Et cela est tout à fait normal. Évitons de penser qu'il y a une chasse aux sorcières. Si Macky Sall avait régulièrement transmis ses rapports à la justice, on n'aurait pas connu peut-être les problèmes que nous avons connus aujourd'hui. Mais c'est le fait de mettre le coup sur ces rapports-là, de donner l'impression à son entourage et aux membres de son gouvernement qu'il leur garantissait l'impunité, qu'on a pu avoir tous ces actes de mauvaise gestion et de prévarication. Donc aujourd'hui, ce qui se passe est tout à fait normal. Il faut simplement que cela se fasse dans la sérénité. Je pense que du côté des juges, du pôle judiciaire, que ce soit les juges d'instruction, que ce soit les procureurs, il y a beaucoup de sérénité. Maintenant, on n'empêche pas les hommes politiques d'aller dans les plateaux de télé, de se résigner en juge, etc. Ça n'engage pas du tout le pôle judiciaire et financier, les magistrats qui continuent à travailler avec beaucoup de sérénité. Et je suis vraiment content quand le garde des Sceaux a rappelé que ce n'est pas à lui de faire pression sur des magistrats. D'accord. Parce que vous savez, le jour où les Sénégalais seront convaincus que, n'est-ce pas, que cette opération de réduction des comptes cache d'autres intentions, notamment la vengeance, etc., ils vont plus soutenir. Il n'y aura plus de confiance. Il n'y aura plus de confiance. Et donc, il faut que cette confiance reste. Pour qu'elle reste, il faut qu'on laisse les magistrats travailler en toute indépendance, en toute sérénité, et qu'on évite, qu'on respecte aussi la présomption d'innocence des personnes. Très bien. Il faut qu'on comprenne qu'en matière de justice, tant qu'une personne n'est pas jugée et condamnée par un tribunal, il est présumé indépendant. Vous ne pensez pas que... Il doit pouvoir, évidemment, cautionner, retrouver la liberté, rester à la disposition de la justice qui va le convoquer pour l'entendre chaque fois qu'il en a besoin. Et s'il doit aller en procès, il ira en procès. Et s'il est condamné, il ira en prison. D'accord, très bien. Vous ne pensez pas que vous en avez parlé, qu'il y a plus aujourd'hui de présomption de culpabilité que d'innocence? Parce qu'hier, on a entendu une ministre à l'Assemblée, quand elle se faisait enlever son immunité en tant que députée, presque... Dire presque que son honneur est en train d'être livré aux chiens, comme disait l'autre, entre guillemets, nous avons cité. Est-ce que vous pensez que la culpabilité, la présomption de culpabilité est en train de l'emporter sur... Vous savez, nous, notre position avait été avant cette élection de 2024 qu'il faut supprimer la Haute Cour de justice. Il faut la supprimer et ne pas accorder de privilèges de juridiction à qui que ce soit dans ce pays. Tout le monde doit pouvoir poursuivre par les juridictions ordinaires. C'était notre proposition. Elle n'a pas été suivie, cette cour est là, mais la levée de l'immunité parlementaire est une procédure, n'est-ce pas, de la Haute Cour de justice. On ne peut pas vous poursuivre, n'est-ce pas, si votre immunité n'est pas levée. Et donc, lever l'immunité de quelqu'un ne signifie pas que la personne est coupable. Elle permet simplement à cette personne-là, n'est-ce pas, d'aller se défendre devant la justice. Le fait qu'on lève votre immunité, n'est-ce pas, ne signifie en rien que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, n'est-ce pas? C'est simplement permettre à la justice de pouvoir vous convoquer et de vous entendre. Et donc, il faut qu'on évite aussi la victimisation. On a quand même levé l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. On en a levé, je crois, avant d'Idrissa Seck, n'est-ce pas, et d'autres personnes. Ce n'est pas une nouveauté dans ce pays de lever l'immunité parlementaire. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est une étape nécessaire pour qu'un député, un ministre, un président qui est soupçonné d'avoir commis des infractions puisse être entendu par cette juridiction spéciale qui est chargée de les juger. Donc, pour moi, il n'y a pas pour le moment de chasse aux sorcières. Nous sommes en contact avec les avocats des personnes qui sont mises en cause. Nous surveillons les procédures. Pour le moment, nous n'avons aucune raison de penser que c'est une procédure inquisitoire, une procédure qui est destinée, qui est politiquement motivée. Comment vous estimez, parce qu'on a vu la cascade d'immunité parlementaire, est-ce que l'Assemblée nationale fait un travail honorable?
Alors, je pense qu'aussi, il faut qu'on respecte un peu les Sénégalais. Ouais. Vous savez, le président, dans son premier discours, il a annoncé la couleur. Il a dit, je vais faire voter une loi sur les lanceurs d'alerte. Ouais. C'était comme la première annonce du président lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc, la lutte, n'est-ce pas, contre la corruption et la lutte pour la bonne gouvernance, c'était une des priorités du président de la République. Et aujourd'hui, c'est à quoi on assiste. On est d'ailleurs invité le 9 à une réunion de consultation sur la loi sur les lanceurs d'alerte. Ouais. Donc, c'est une priorité pour eux. La promesse de PASTEF, celle qui fait que la diaspora sénégalaise, qui est fatiguée d'envoyer le principal bailleur de fonds de ce pays, c'est la diaspora, qui envoie des milliards dans ce pays depuis les années 70, et il n'y a pas de développement. Et l'argent est détourné par des hommes politiques. C'est ce qui fait que la diaspora a soutenu PASTEF. Le principal soutien de PASTEF, c'est la diaspora, financier, électoral. Donc là, l'Assemblée nationale fait bien son travail. Voilà. Et je pense que si les Sénégalais ont donné la majorité à l'Assemblée, c'est pour que la majorité puisse leur permettre de faire cette reddition des comptes. Et donc, je trouve que c'est une opération normale en démocratie. Vous voyez, en France. D'accord, très bien. En France, François Fillon a été poursuivi. C'était quand même le chef de la principale force de l'opposition en France. Il a été poursuivi. Marine Le Pen a été poursuivie. Aux États-Unis, partout. C'est des questions centrales. D'accord, très bien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a vu que le fils aîné de l'ancien président... On pourra parler de la presse aussi, j'espère. Hein? Oui, rapidement. Bon, on n'est pas auto-centré. Le fils aîné de l'ancien président, semble-t-il, est convoqué pour une transaction ici à coups de milliards. Ça ne vous choque pas, cette insécurité après le pouvoir pour la famille des anciens présidents, etc. Parce qu'on a vu également ça avec Wade, etc. Ouais. Vous savez, lorsque vous mêlez votre famille dans la gestion du pouvoir, vous devez attendre à ce que votre famille soit appelée à rendre des comptes. Ça a été le cas d'Abdoulaye Wade, qui a mis son fils Karim Wade au centre de son pouvoir. Il a été demandé des comptes après le départ de son papa du pouvoir. Mais le fils de Macky Sall n'a eu aucune responsabilité. Mais même s'il n'a pas exercé le pouvoir, mais il était dans des affaires qui ont un impact avec les ressources publiques, il doit pouvoir venir répondre à l'admission des comptes. Vous savez, quand le président Senghor est parti, quitter le pouvoir, nous étions des adolescents. Mais Senghor, vous prenez son fils, Philippe, qui est décédé après, il a été à l'université de Dakar. Et c'est un citoyen français. Il aurait pu aller en France étudier, mais son fils était là. Et Senghor a, autant que possible, c'est vrai qu'on parlera de son grand frère, quoi, qui était à Bambey, etc. Mais il a essayé autant que possible de ne pas mêler beaucoup sa famille à l'exercice du pouvoir. Et cela, il faut l'éviter. De trop mêler sa famille dans la gestion des affaires. Je ne dis pas qu'il faut écarter la famille. Le fait que son papa ou son frère soit président ne doit pas être un facteur rédhibitoire qui vous exclut des fonctions publiques. Non, c'est le cas du président Kennedy. Il était président, son frère était garde des Sceaux. Dans beaucoup d'autres pays, on a ces situations-là. Mais une fois que vous êtes à côté de votre frère ou de votre père dans l'exercice du pouvoir, sachez que vous manipulez les ressources publiques, vous devez être appelé à rendre des comptes. Et donc, si ce que nous demandons, il faut que les procédures soient équitables. Il faut que les procédures soient équitables, que les droits de la défense soient respectés, n'est-ce pas? Et que lorsque des personnes peuvent cautionner les montants à la hauteur de ceux pour lesquels on les poursuit, n'est-ce pas, qu'ils les cautionnent et qu'on les laisse en liberté et qu'ils restent à la disposition de la justice. Donc, cela nous semble important et je pense que le fils de Macky Sall n'a rien à craindre à venir répondre à la justice. Nous serons là pour voir si ses droits seront surveillés, le respect de ses droits. D'accord. Vous n'avez pas d'empathie pour eux, notamment pour le papa. Son nom, en fait, on y accole un peu la haute trahison et tout ça. Vous n'avez pas d'empathie pour eux quand vous entendez tous ces noms d'oiseaux. Vous savez, moi, je fais partie des gens qui ont demandé à ce qu'Hissène Habré soit poursuivi au Sénégal. Jugé et condamné au Sénégal. C'était quand même un président de la République. Il y a beaucoup d'autres chefs d'État. Vous savez, il y a un homme d'affaires très célèbre au Sénégal qui disait que vous, Amnesty,
vous voulez mettre les hommes politiques en prison, moi je veux les plumer. Nous, tout homme politique, quel que soit son niveau où il exerce le pouvoir, s'il commet des infractions, il doit rendre des comptes. Mais Macky, le pouvoir ne doit pas accorder une immunité pour des atteintes graves aux droits humains. Mais Macky n'a rien à voir avec Hissène Habré, ça, il faut qu'on... Oui, c'est pas la même chose. Je ne veux pas dire que Macky a à voir avec Hissène Habré. Pour le moment, ce que Guy Marius Sagna a fait, c'est une procédure tout à fait normale. Il appartient maintenant à l'Assemblée, ensuite de voir si les arguments avancés sont fondés. Ensuite, il appartient à la justice de les examiner. Moi, je ne peux pas blanchir Macky Sall. D'accord, très bien. Ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, pendant une période aussi longue, est quand même le fait de Macky Sall. Macky Sall avait choisi d'engager le pays dans cette situation. En armant la police, en armant la gendarmerie, en renforçant les effectifs pour faire la guerre, en adoptant des lois liberticides, notamment les lois sur le terrorisme qu'il a adoptées en juillet 2021. C'était pour réprimer les activistes, les opposants. Et donc, je ne peux pas le blanchir, mais je dis qu'il a droit à la présomption d'innocence. D'accord, très bien. Et qu'il faut qu'on respecte cette présomption d'innocence. C'est ça. Le temps est quasiment terminé. Vous aviez envie de parler de la presse. L'État central a voulu ou a nettoyé un peu les écuries d'Augias, entre guillemets, parce que maintenant les médias qui sont en conformité et ceux qui ne le sont pas, tout le monde le sait. Vous pensez que c'est une œuvre de salubrité publique ou bien ce sont des droits qu'on a piétinés? Non, vous savez, notre position elle est très claire. Le code de la presse est une loi de la République. Il a été adopté à la suite de larges concertations. Nous étions partie prenante de concertations. Les SYNPICS et toutes les organisations de la presse étaient partie prenante de ces concertations. Les patrons de presse étaient partie prenante de concertations. On a ensuite adopté ce code. C'est une loi de la République, il faut la respecter. Très bien. Et donc, au-delà du fait que chacun au Sénégal, personne physique ou morale, doit payer les impôts, nous pensons que les entreprises doivent se conformer au code de la presse. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un accompagnement. On ne peut pas venir arriver au pouvoir et faire de cette histoire de mise en conformité une priorité. Et qu'on se fixe des délais aussi courts pour y parvenir. Nous pensons qu'il faut donner plus de temps aux médias pour leur permettre de se régulariser. Si au bout de cette période qui peut aller jusqu'à 2 ans, on n'arrive pas à une régularisation, l'État a d'autres moyens pour inciter les médias à se conformer. Nous pensons que l'aide de la presse que l'État distribue peut être conditionnée, n'est-ce pas, à la mise en conformité. L'accès à la publicité de l'État peut être mise comme conditionnalité, n'est-ce pas, pour inciter les médias justement à se régulariser. Donc l'État a les moyens pour vraiment, pas de coercition, mais pour inciter justement les médias à se régulariser. Si maintenant, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on voit que évidemment il y a quelques groupes, un tout petit groupe de médias qui ne veulent pas se régulariser, en ce moment-là, on peut prendre des décisions par rapport à ces médias. Mais je pense que le processus est assez brutal. Voilà, l'émission est terminée. Voilà. Mais durant votre conférence de presse, on ne vous a pas entendu parler des compatriotes qu'on licencie dans les services publics, parce que aussi, ce sont des êtres humains. Ah oui, moi j'en ai parlé avant et dans plusieurs émissions pour dire que dans tous les pays du monde, l'État a le droit de faire un audit du personnel et s'il considère qu'il y a des effectifs pléthoriques, de procéder à des licenciements. Mais nous préconisons qu'il soit mis en place des mesures d'accompagnement. Ces personnes qui sont licenciées sont des Sénégalais. Et en tant que Sénégalais, l'État a des obligations, n'est-ce pas, pour les aider à trouver un emploi. L'État n'a pas l'obligation de leur donner un emploi, mais de créer les conditions pour qu'ils puissent travailler. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de structures de l'État, le FONGIP, les FNPJ, l'ADER, etc., qui doivent pouvoir accompagner ces personnes pour qu'ils puissent se reconvertir et pouvoir travailler et vivre dignement avec leur famille. Merci beaucoup, M. Gassama. Il y avait encore d'autres questions, mais nous avons dépassé le temps. On va saluer tous nos auditeurs et téléspectateurs en vous remerciant. Merci d'être venu. Merci beaucoup et voilà, merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup et très bon week-end à tous et à toutes.